Enfin, après 2 ans d'attente et une intense journée à essayer d'esquiver les spoils des manières les plus imaginatives qui soient, un peu à la Bird Box, la saison 8 et la dernière saison de Game of Thrones a enfin démarré, et on va revenir aujourd'hui sur le premier épisode qui est passé hier. Allez, c'est parti. Salut tout le monde et bienvenue dans la Citadelle pour une vidéo que j'avais vraiment pas prévue à la base. Là j'étais en train de charbonner à fond sur la troisième vidéo, donc la vidéo sur les populations, les ethnies et les religions. Et en fait je m'étais dit que pour vous faire patienter, ça vous intéresserait peut-être d'avoir mon avis sur le premier épisode de la dernière saison de Game of Thrones qui a été diffusé hier, parce qu'au final je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de petits trucs que j'avais remarqués et ça m'intéressait de vous les partager. Et donc voilà, donc ça va être un épisode un peu plus chill, un peu plus décontracté que les vidéos habituelles qui sont peut-être plus académiques. Voilà, alors pour commencer je vais vous faire un constat un peu global, et pour moi c'est un plutôt bon épisode pour un premier épisode de saison. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui trouvaient que ça commençait un petit peu lentement, surtout sachant qu'après celui-là il reste plus que 5 épisodes, mais moi je trouve que cet épisode au final remplit bien son rôle. Il a vraiment un rôle d'épisode d'exposition, qui remet en place tout le contexte, qui réintroduit les personnages, et il le fait plutôt bien. Donc pour moi ça a vraiment été une réussite de ce côté-là. Évidemment, il y a pas mal de petits éléments que j'ai pu remarquer, que j'ai pu voir et me dire tout au long de cet épisode, et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et tout d'abord, je pense qu'il y a quelque chose, et c'est un constat vraiment général sur cet épisode qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a énormément de parallèles avec la saison 1, et notamment avec le tout premier épisode de la saison 1. Je pense qu'on peut même dire que la structure de cet épisode est un miroir de celui-là. Et ça, pour moi, c'est pas anodin, je pense que ça remplit plusieurs fonctions. Alors la toute première, pour moi, ce serait un peu comme un hommage au début de la série, un peu histoire de montrer que voilà, la boucle est bouclée. C'est un aspect un peu poétique, qu'on revient là où tout a commencé. Et je pense que le deuxième aspect, c'est aussi de permettre à nous, à l'audience, de se rendre compte du chemin parcouru, justement, en évoquant cette différence et ces liens qu'on peut avoir avec le début de la série. Et pour commencer, avant de passer directement à la première scène à proprement parler de l'épisode, je vais parler un petit peu de la nouvelle intro, qui forcément donc est toujours super attendue par tous les fans, par vous, par moi aussi, parce que cette intro est quand même super iconique, c'est comme ça que la série s'est fait pas mal connaître. Et le constat est que cette intro est toujours aussi belle, et je me demandais vraiment en fait comment HBO allait s'en sortir, parce que l'action est bien plus localisée qu'avant. Avant ça allait partout autour du monde, et au final HBO a très bien trouvé la solution, en approfondissant un peu les villes de Winterfell et de King's Landing, qu'on voit de manière beaucoup plus détaillée. Et voilà, donc je trouve que c'est un aspect très intéressant qu'ils ont trouvé pour remédier au fait que cette action se passe dans des endroits bien plus localisés qu'avant. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'on puisse voir l'avancée de l'armée des morts par les espèces de petites tuiles qui se retournent là et qui font de la glace. Je trouvais que c'était quand même pas mal bien vu. Je pense que c'est important de relever que comme endroit d'action dans l'intro, il y a la Stars. Et ça me fait vraiment plaisir, parce que quand je regarde Game of Thrones, je trouve ça super toujours intéressant de voir des nouveaux lieux. Et donc la Stars, qu'est-ce que c'est? C'est le siège de la maison Humber, donc la maison qui est dirigée par ce type-là, qui est surtout connu pour son discours de King in the North à Robb Stark dans la saison 1. Et c'est également le château qui est le plus au nord possible avant d'arriver sur le mur. A noter également qu'il y a une refonte de la sphère armillaire. Vous savez, ce machin avec toutes les branches autour d'un soleil. Et avant, dans les anciennes introductions, il présentait certains éléments de l'histoire, comme par exemple la rébellion de Robert. Et j'ai remarqué qu'en fait elle avait changé. Alors je vais pas nécessairement l'analyser plus que ça, mais il me semble avoir vu donc différentes étapes de l'histoire, comme par exemple la chute du mur de par le dragon du Night King qu'on a vu dans la dernière saison. Aussi, il me semble avoir vu la mort de Robb Stark, je crois, représenté par son Dire Wolf, qui se trouvait dans les tours des Frey.
Et pour finir, je crois avoir vu le retour de Daenerys qui suivait l'étoile filante avec ses 3 dragons. Et on va pouvoir embrayer sur la première scène où on peut voir un gamin qui escalade un arbre à proximité de Winterfell pour voir l'arrivée du roi et de la reine. Alors ça, bien entendu, c'est évidemment une énorme référence au premier épisode de la saga, où c'est Brandon Stark qui escalade ses remparts pour voir l'arrivée de Robert Baratheon à Winterfell. Donc voilà, on commence directement dès le début à mettre en parallèle ces 2 épisodes, et la série le fait très bien. J'ai remarqué qu'ils utilisaient la même musique que dans cette scène-là, de la première saison. Au début, j'étais super surpris, parce que pour moi, quand je l'entends, c'est directement le thème de la maison Baratheon, qui est utilisé à plusieurs reprises avec Robert. Et du coup, quand j'ai entendu ça, je me demandais ce que ça venait foutre là. Et en fait, quand j'ai remarqué qu'ils utilisaient ça pour faire le parallèle entre ces 2 épisodes, avec une même intro, j'ai trouvé ça super intéressant et très malin d'utiliser cette musique qui s'appelle King's Arrival. Et dans ce cas-là, vu qu'elle a été retouchée un peu, ça m'étonnerait même pas qu'il appelle Queen's Arrival, vu que cette fois c'est Daenerys qui arrive. Je trouve que ce qui marche vraiment très bien avec cette scène, c'est que de par ses similarités avec celle de la première saison, en fait les différences sont encore plus marquantes. Et la différence majeure, c'est la présence de neige partout, et ça permet vraiment de bien comprendre les enjeux. C'est-à-dire que le fait que ça rappelle le premier épisode, mais qu'il y a un changement si profond du décor avec la neige, ça vous rappelle que l'hiver est là. On commençait dans le premier épisode avec les Winter is Coming, qui est devenu hyper iconique de la série, et là maintenant voilà, c'est Winter is Here, on est là, il y a de la neige partout, et dans la saison 1, il y a tout qui approche avec une petite insouciance, et là maintenant on comprend vraiment que ça déconne plus quoi. Voilà, après l'épisode suit un petit peu Arya, de la même manière que ça avait pu être fait dans le tout premier épisode, et là, quelque chose d'assez intéressant en fait, elle va voir se succéder donc, tous les personnages avec qui elle a eu des arcs narratifs, donc que ce soit Jon, Gendry ou Sandor Clegane. Et du coup, ça rappelle donc tout le chemin qu'elle a pu parcourir au cours de cette aventure, de ces saisons. Et au final, ça nous rappelle également à nous le chemin qu'on a pu voir se dérouler devant nos yeux. Et les parallèles avec le premier épisode de la série ne s'arrêtent pas là, puisque la scène d'entrée dans Winterfell est très similaire avec le même genre de réplique, le où se trouve Arya. Et c'est limite si je m'attendais pas à ce que Jon arrive et lâche un petit You got fat comme Robert avait pu le faire. Et au passage, un point de vue musical, l'arrivée de Jon qui se fait sous le thème de la maison Stark, ça fait toujours super plaisir à entendre. Bon par contre, on en parle ou pas du design des casques des soldats du Nord? Parce que, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'ils ressemblent à des énormes sgegs. Enfin bref, c'est pas important. S'ensuit alors une scène dans le grand hall de Winterfell. J'ai pas vraiment grand chose à dire par rapport à cette scène, mis à part le fait que ça m'étonne vraiment pas que la première des personnes qui se mettent à gueuler ce soit Lyanna Mormont. Alors pour petit rappel, la maison Mormont c'est la maison qui siège à Bear Island. Et pourquoi ça m'étonne pas que ce soit elle qui se mette à hurler en premier? Parce que rappelez-vous, quand Stannis avait demandé le soutien des seigneurs du Nord, et c'était elle, alors qu'elle avait que 8 piges, qui lui avait renvoyé une lettre en lui disant que Bear Island ne reconnaîtrait jamais aucun roi que le King in the North, et dont le nom est Stark. Un autre truc qui m'a fait bien marrer dans cette scène, c'est la réaction de Yohn Royce, parce que voilà, il y a tout le monde qui commence à gueuler, ouais, t'es censé être le King in the North, etc., c'est un insulte pour le Nord. Et t'as Yohn Royce qui est un peu en train de réagir avec tout le monde, alors que lui, c'est un mec du Val d'Arin, genre il a rien à foutre avec eux, tu sais, du coup voilà, c'était assez sympa. On passe après ça aux retrouvailles entre Sansa et Tyrion, enfin, et juste avant ça, il y a un petit détail que j'ai pu remarquer qui m'a fait un peu marrer. C'est justement, je parlais de Yohn Royce juste avant, on voit sur sa cape le blason de la maison Royce. Et donc voilà, c'est rien du tout, hein. C'est juste un petit détail, mais je trouve que c'est ce genre de choses qui font que c'est un univers riche et intéressant. Et voilà, c'est cool que HBO prenne la peine d'ajouter ce genre de petits trucs. Sinon, pour la scène entre Sansa et Tyrion à proprement parler, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est sympa de les voir tous les deux, leur interaction est toujours assez amusante. Juste un petit truc que j'ai un peu du mal, c'est le développement du personnage de Sansa. Alors bon, je comprends que HBO essaye de développer Sansa en un personnage fort, qui a appris de Littlefinger, etc. Mais moi je trouve que c'est un petit peu forcé. Et en fait, au lieu de la voir faire des trucs qui sont hyper malins ou quoi que ce soit, en fait on nous le dit cash, on dit voilà, c'est la meuf la plus intelligente qu'on a jamais vue. Et on est censé le prendre pour argent comptant. Et déjà que je trouvais que dans la saison précédente,
Tout l'arc narratif avec Peter Baelish, donc Littlefinger, bah, je l'avais trouvé un petit peu bullshit, surtout sachant que c'est un des mecs les plus malins qui soit. Voilà, je trouve que le développement de Sansa est un peu forcé. Après, bon, c'est compréhensible, il est ce qu'il est. Et puis voilà, donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner par la suite. La scène suivante se déroule dans le Godswood, qui est le bois sacré de Winterfell. Et ça tombe super bien, parce que bah, j'étais en train de chercher des illustrations cool pour l'épisode sur les religions. Et du coup, voilà, c'est nickel pour moi. Et là encore, il y a un énorme miroir avec le premier épisode de la première saison, puisque c'est là qu'on trouvait Ned, qui était tranquillement, au calme, en train de s'occuper de son épée. Et ici, on y trouve John. Donc, on assiste à la réunion entre lui et Arya, qui est vraiment quelque chose que tout le monde attendait depuis super longtemps, parce que bah, c'était vraiment les deux de la fratrie qui s'entendaient le mieux. Et dans la première saison, là où Ned s'occupait de son épée, bah, ici aussi, on a une petite discussion par rapport aux épées. Donc voilà, encore une fois aussi, on a la présence de la neige et le gros contraste entre ces deux saisons. Je trouve que c'est plutôt pas mal amené. On va parler un peu de King's Landing maintenant. Et le point sur lequel je voulais revenir, c'est surtout l'aspect visuel en fait. Et visuellement parlant, donc on a une Cersei Lannister qui est tout en noir, avec sa Kingsguard, ou plutôt sa Queensguard au final je devrais dire d'ailleurs, qui est tout en noir derrière elle. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça manque un peu de subtilité. Alors je veux bien qu'HBO ait décidé de faire de Cersei la grande méchante, et de donner des repères visuels qui parlent à tout le monde comme ses tenues noires, mais je trouve que ça fait un petit peu too much. Et ce qui faisait l'intérêt de la série aussi, bah, c'est que c'était pas vraiment manichéen. Et je trouve que ça perd un petit peu en crédibilité, surtout quand on se dit que voilà, il y a toute la population, encore plein de gens qui soutiennent Cersei. Et bah le fait d'être comme ça, bah, on se dit mais enfin genre pourquoi je veux bien que HBO ait décidé vraiment de faire une distinction, de trancher depuis le règne de Cersei par rapport à ce qui se passait avant. Mais voilà, le choix, par exemple, de transformer les White Cloaks, genre vraiment la Kingsguard, son nom littéralement, c'est les capes blanches, en noir, ok, je veux dire, symboliquement, très bien. Mais je trouve que voilà, bon, ça va un petit peu trop loin à mon goût. Au passage, dans cette scène à King's Landing, on a le droit à donc l'apparition de la Golden Company. Je trouve que c'est super sympa, je m'y attendais vraiment pas. Et donc je pense que c'est une manière pour le scénario de donner plus de poids à Cersei, donc voilà, avec un peu plus de troupes à sa disposition. C'est un petit clin d'œil au lecteur, parce que donc, si vous ne savez pas, la Golden Company, donc c'est une bande de mercenaires qui a un rôle très important dans le livre, et j'en dirai pas plus. Et voilà, donc c'est sympa de pouvoir voir enfin le capitaine Strickland comme ça. Et est-ce qu'il aura un rôle important? J'en sais rien. Est-ce que la Golden Company aura un rôle important? Je sais pas. Mais voilà, c'est sympa de les voir. Et puis le petit clin d'œil sur les éléphants dont il parle pas mal dans le bouquin. Et là, voilà, ils se sont tapés un petit délire à balancer ça comme ça. C'était marrant. Le personnage de Euron Greyjoy, qui est toujours aussi fun qu'avant, c'est un peu le comic relief de ces scènes. Voilà, après, bon, ces interactions avec Cersei, je les trouve pas non plus exceptionnelles, mais why not, c'est sympa, ça donne un petit côté marrant qui manquait, un petit côté un peu fou qu'on n'avait plus depuis que Ramsay Snow avait quitté la série. Après, on a la scène du retour de Bronn, qui est assez marrante là encore. Et je trouve que pareil, ça fait un petit parallèle avec la saison 1, parce que, bah, rappelez-vous, cette série avait été archi connue pour le fait qu'il y ait énormément de sexe dedans, et c'était quelque chose qui avait diminué régulièrement au fil des saisons. Et justement, le fait qu'il y ait une scène un peu comme ça, qui a pas vraiment de raison au final de commencer avec des prostituées, et bah ça rappelle quand même pas mal de bons souvenirs d'avant. Et d'ailleurs, un petit truc marrant que j'ai remarqué, il y a une des prostituées qui parle d'un soldat Lannister qui est roux et qui s'appelle Eddie. Et je me demande si c'est pas un gros clin d'œil à l'apparition d'Ed Sheeran dans la série. Et du coup là qui serait mort d'une manière totalement abominable. Du coup ça m'a bien fait rigoler. La punchline aussi de Bronn, That fucking family, c'est vraiment il m'a bien fait marrer sur ce coup-là. Vraiment très bien écrit ce personnage. Et du coup on apprend qu'il est envoyé par Cersei pour éliminer Tyrion et Jaime avec l'arbalète qui a servi à tuer leur père. Donc ok, moi je pense que c'est plus une raison pour pouvoir ramener Bronn dans le nord
pour qu'on puisse voir un peu plus de lui avant la fin de la saison, parce que je le vois vraiment mal tuer les deux mecs qui ont fait au final qui il est aujourd'hui. Parce que Bronn, rappelez-vous, au tout début de la série, c'était juste un trou du cul qui sortait de nulle part, et au final qui s'en est sorti parce qu'il a sauvé Tyrion dans le Val, et qu'au final après il a été engagé par Jaime. Et donc voilà, je le vois mal les tuer. D'ailleurs, il me semble que Tyrion avait dit à un moment donné à Bronn, si jamais quelqu'un te paye pour essayer de m'éliminer, tu retiendras ça, je te paierai 2 fois plus. Donc voilà, je pense que ça va être assez intéressant de voir comment ça va se profiler. Aussi, Bronn, donc, comme il l'a rappelé à juste titre dans cette scène, c'est le seul mec à avoir pu toucher un dragon avec une arme de jet, avec une arbalète. Et du coup, je pense que c'est pas anodin qu'ils disent ça, parce qu'au final, il va devoir se retrouver, s'il arrive avec tout le monde dans le nord, contre un dragon, donc qui est autre que celui qui a été zombifié là, et qui a détruit le mur. Donc il y a moyen que ce soit un petit moyen de nous montrer que voilà, c'est peut-être lui qui va s'occuper du dragon, je sais pas, on verra ça. Juste après, on part sur la scène avec Theon, donc Theon Greyjoy qui vient libérer sa sœur Asha. Et oui, je dis bien Asha, parce que donc, dans les bouquins, elle s'appelle Asha Greyjoy, et dans la série, ils ont décidé de la renommer Yara, juste pour pas qu'elle ait le même nom que Osha. Bon, voilà, c'était un choix d'HBO, je veux bien comprendre, mais pour moi, dans ma tête, ça a toujours été Asha, donc ça va être compliqué d'utiliser un autre nom que celui-là. On revient pareil encore à des classiques. C'est cool de le voir avec un arc fumer un peu tout le monde, parce que comme il le dit lui-même dans la première saison, les Greyjoy sont réputés pour leur maniement de l'arc. On le voit à plusieurs reprises quand il sauve Brandon des mecs qu'il avait kidnappés. Donc voilà, c'est assez cool. Petite réunion avec sa sœur qui se passe bien, qui est assez marrante. Et d'ailleurs, sa sœur qui va retourner essayer de reconquérir Pike et les Iron Islands. Et ça, je trouve ça super cool. Parce que si Euron Greyjoy il va aller à cet endroit-là pour se battre contre elle, ça peut nous donner des scènes totalement épiques. Parce que Pike, le château, il est vraiment, enfin genre magnifique avec les falaises et tout, et ça peut donner vraiment une baston assez stylée. Putain, c'est pas évident à dire. Et également cette scène et le fait qu'on apprend que Theon remonte dans le nord pour rejoindre les autres, ça coïncide totalement avec l'archétype narratif du Redemption Arc, donc du fait qu'il y a un arc narratif de rédemption d'un mec qui a fait des mauvaises actions et qui se rachète, etc. Donc voilà, c'est de la narration assez classique, mais bon, voilà, ça fait le taf et ça a totalement du sens par rapport au reste et au développement du personnage de Theon. Et pour finir sur les Iron Islands, vu comment les scénaristes ils adorent tout ce qui est ironie du sort, poésie de l'écriture du script, je veux dire, on le voit juste là par le fait que ce soit Theon qui libère sa sœur de la même manière qu'elle l'avait libéré à l'époque où il était captif des Bolton. Et bah au final, ça ne m'étonnerait pas du tout que ce soit Asha qui finisse par tuer Euron en le balançant d'un des ponts de Pike, exactement de la même manière que lui avait tué leur père. Juste après, on voit une scène avec l'arrivée des hommes de la maison Karstark à Winterfell. Et ça encore, j'ai été super content de voir ça. Parce que c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, ça rajoute toujours du contexte, ça montre que l'univers il est profond, etc. Et donc c'est super cool de les voir revenir comme ça. Alors la maison Karstark, donc pour ceux qui ne se rappellent plus, c'est la maison qui siège à Carhold, dans l'est de la région du Nord. Et qui avait au final fait défection de l'armée de Robb Stark quand leur chef, Rickard Karstark, il avait été exécuté par Robb parce que lui-même il avait buté 2 prisonniers pour se venger de la mort de ses enfants tués par Jaime Lannister. Donc voilà, c'est assez cool. On voit son héritière, du coup, Alice Karstark, arriver avec tous ses hommes. Donc pour vous donner un peu plus de contexte sur cette meuf là, Alice Karstark, il faut savoir que 2 de ses frères et son futur mari sont tous les 3 faits tuer en bataille par Jaime Lannister. Et donc voilà, ce qui se passe dans les bouquins en fait, c'est que Jon la marie à un chef wildling, histoire qu'elle perde pas son emprise sur son territoire. Je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais voilà, je me demande si HBO va faire quelque chose par rapport à ça. Peut-être la marier à Tormund pour qu'il finisse avec un territoire, j'en sais rien. Probablement rien au final, mais bon, ce serait intéressant de voir comment ça va se développer. Et on passe après à la scène entre Jon et Dany, qui est super sympa. Je les ai trouvés vraiment mignons tous les deux.
sauf quand on se rappelle que c'est sa tante. Donc c'est quand même un peu chelou. Mais voilà, donc les voir tous les deux comme ça, je trouve que c'était assez naturel au final. Et c'était pas mal du tout. La scène de dragon, voilà, qui a dû casser complètement le budget, elle envoie du lourd. Ça m'a fait un peu marrer parce que ça fait quand même à la ce rêve bleu dans Aladdin, si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'a aussi fait penser un peu à la scène où Harry Potter chevauche Buck pour la première fois. Mais voilà, donc c'est vraiment une scène assez sympa pour moi, j'ai trouvé. Euh, Bien sûr, donc il y a un énorme rapprochement avec la première histoire d'amour que John a vécue avec Ygritte. Donc avec la phrase de Dany qui dit un truc genre oui, on pourrait rester ici 1000 ans et tout. Je pense que il me semble que Ygritte elle a dit un truc un peu similaire, genre oui, on pourrait rester pour l'éternité dans cette caverne. Donc voilà, il y a vraiment des parallèles entre ces deux histoires. Et donc je pense qu'on peut quand même se demander si cette scène vaut l'investissement. Parce que donc je sais pas si vous le savez, mais les dragons c'est vraiment ce qui coûte le plus cher niveau CGI, niveau effets spéciaux. Ça coûte vraiment une grosse blinde. Et voilà, donc c'est ce genre de scènes qui ont fait qu'on n'a pas pu par exemple avoir Ghost dans certaines autres scènes. Voilà, donc je sais pas si l'investissement pour une scène qui au final apporte pas grand chose vaut le coup, mais voilà, moi j'avais vraiment le sourire en regardant ça, c'était marrant. Donc bon, pour moi ça vaut ça. Juste pour la gueule que Drogon y fait en les regardant tous les deux, voilà, c'était vraiment super fun. La scène suivante se passe dans la forge, et elle permet à Arya de revoir Gendry, Sandor Clegane et tout ce beau monde. Et je pense qu'il y a un truc qui est intéressant à noter dans cette scène. Donc bon, on savait depuis la saison précédente qu'ils allaient ramener tout le Dragon Glass pour forger des armes. Mais je pense que c'est important de voir à quel point en fait les événements qui sont en train de se passer sont totalement ancrés dans l'histoire de l'univers. Parce que ça, le fait de forger toutes ces armes en Dragon Glass pour se battre, c'est une énorme référence à ce qui s'était passé pendant la Longue Nuit. Parce que donc pour ceux qui ne savent pas, la Longue Nuit c'était la première grosse invasion massive de White Walker qui a eu lieu il y a 6000 ans, un truc comme ça. Et en fait ils avaient réussi à être repoussés par une alliance entre les First Men et les Enfants de la Forêt qui justement en bataille les ont défoncés en utilisant ce type d'armes. Donc ça montre vraiment que il y a une énorme continuité historique et il y a beaucoup de références dans ce qui se passe dans la série de HBO par rapport à ce qui a pu se passer vraiment très longtemps avant ça. Donc vraiment ce que le scénario il nous dit, c'est que vous voyez la Long Night et ce qui s'est passé, et en fait c'est exactement ce qui est en train de se repasser en ce moment même quoi. Et pour revenir sur la scène en elle-même, alors comme j'ai dit tout à l'heure, on a le droit à encore plus de retrouvailles après toutes celles qu'on avait eues jusqu'à présent. Et je trouve que, en fait, une des petites critiques que je pourrais émettre de cet épisode, c'est que c'est un peu l'effet de checklist. Genre, c'est comme si on faisait nos courses, quoi. Donc voilà, on veut voir ce personnage, tac, allez, un peu de Bronn, c'est bon, on veut que machin, il retrouve cette personne, tac. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un peu un effet de checklist, comme si on est en train de cocher tout ce qu'on veut voir, et puis une fois que c'est terminé, on sera bon. Il manque à la limite qu'on revoie Hot Pie et Arya, mais bon, ça c'était déjà arrivé dans la saison d'avant. Ou sinon que Jorah Mormont retrouve sa cousine, ils sont passés pas loin, et la checklist elle aurait été totale quoi, mais bon, donc voilà, je trouve que bon, ça fait un peu bizarre quand même. Mais sinon, à part ça, scène super sympa entre Arya et Gendry. On retrouve l'interaction qu'ils avaient pu avoir lors de leurs aventures, avec même une réplique exactement similaire d'Arya qui lui demande de ne pas l'appeler My Lady, mais dans un contexte différent cette fois, parce que dans la saison 2, quand elle lui demandait ça, c'était pour rester discret, alors que là c'est plus pour lui montrer qu'en fait elle le considère comme vraiment un ami et pas juste son sujet. Au passage, elle lui demande de fabriquer une arme spécialement pour elle, une espèce de lance projectile en Dragon Glass. Et donc c'est sûrement l'arme qu'elle utilisera pour se battre après contre les White Walkers. La scène suivante nous propose une petite discussion entre Jon et Sansa, toujours à Winterfell, où on apprend que les Glover ont une nouvelle fois décidé de ne pas se joindre à Jon. Alors je vais faire un petit point géographique, donc les Glover c'est une maison qui domine un territoire au nord-ouest de Winterfell depuis Deepwood Motte. Et donc ça va me permettre de parler un petit peu des rôles des grandes maisons du nord. On a déjà un peu parlé des Karstark avant, des Humber et des Mormont. Et en fait elles ont tout un rôle à jouer. Donc les Karstark et les Humber, ils s'étaient alignés il y a 2 saisons du côté des Bolton et de Ramsay Snow. Alors pour les Karstark, c'est un peu compréhensible au final, parce que j'en ai déjà parlé, mais ils sont en dissension avec les Stark depuis l'exécution de Rickard. Et même dans les bouquins, c'est très probable qu'au final ils rejoignent les Bolton.
Pour les Humber, par contre, c'est moins compréhensible parce qu'ils ont toujours été très loyaux. On a parlé tout à l'heure du Great John qui a nommé Robb Stark roi. Et le Small John dans les bouquins, il meurt en essayant de sauver Robb pendant les Red Weddings. Donc voilà, ça fait un petit peu mal quand même de le voir être transformé en traître dans la série. Mais bon, je suppose qu'en fait c'était pour donner plus de poids au Bolton et pour augmenter un peu la tension avant la grosse bataille des bâtards. Et pour les Glover, donc cette famille-là, comme je l'ai dit, ils refusent une deuxième fois de rejoindre John. Alors d'un point de vue strictement narratif, c'est pour représenter donc cette dissension qu'on commence à voir au sein du Nord à cause de la présence des Targaryens et comme on a pu le voir dans le discours de Lyanna Mormont dans le grand hall de Winterfell dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc en fait, je pense que c'est pour donner quand même de l'intérêt à ce qui est en train de se passer entre l'alliance entre John et Dany, mais est-ce que c'est crédible? Je sais pas trop. Parce que bah, je veux bien qu'avant la bataille des bâtards, ils le rejoignent pas, c'était compréhensible. Mais par contre là, tout le monde sait qu'il y a une énorme menace qui pèse sur le royaume, avec l'armée commandée par les White Walkers qui arrive. Donc je trouve que c'est pas archi crédible. Et encore une fois, c'est aussi un peu triste de voir la série qui transforme la maison comme ça. Parce que les Glover, moi je les ai toujours trouvés super cool. Galbart Glover était un des leaders des Bannermen de Ned Stark. Bon après, il fallait bien une maison pour représenter ça. Il s'est tombé sur les Glover, ça aurait pu en être une autre. Pour revenir sur la discussion entre Jon et Sansa, il y a un autre détail que j'ai relevé, c'est la manière dont elle l'appelle. Elle utilise un terme qui est pas anodin, c'est celui qui s'agenouille. Et je pense que vraiment c'est pas utilisé au hasard et que c'est une référence assez subtile à l'histoire de la saga. Ce qu'il faut savoir, c'est que le roi qui s'agenouilla, c'est un surnom qui est donné au dernier roi du Nord, Torrhen Stark, qui décida de se rendre à Aegon Targaryen lors de sa conquête. En fait, c'est exactement à ça que fait référence Sansa en parlant de Jon, puisqu'au final, lui aussi, c'est un roi Stark, entre guillemets, qui s'agenouille devant un conquérant Targaryen. Et je trouve ça assez intéressant, au final, le nombre de similitudes qu'il y a entre le passé historique de cet univers et ce qu'on peut voir à l'écran. J'avais parlé du parallèle juste il y a quelques minutes entre la longue nuit et le combat contre le Night King qui est en train de se dérouler là. Mais la conquête de Dany en elle-même est remplie de références à celle d'Aegon. A commencer déjà par le fait donc qu'elle envahirait Westeros à partir de Dragonstone avec 3 dragons, ça c'est assez évident. Mais je pense qu'une autre grosse référence aussi, c'était la saison dernière, l'attaque de la caravane qui était dirigée par Jaime Lannister, où Dany démolit une armée coalisée de Lannister et de soldats du Reach. Et c'est exactement la même manière que son ancêtre l'avait fait à la bataille des Champs de Feu, où il avait détruit une coalition des Lannister et des Gardeners qui régnaient sur le Reach à l'époque. Donc en fait, la conquête de Daenerys Targaryen suit vraiment la même structure que celle d'Aegon au final. Et du coup, à propos de cette bataille de Daenerys, on peut passer à la scène où elle annonce qu'elle a exécuté le père et le frère de Sam. Et je pense que ce qu'il faut retenir de cette discussion, c'est donc Sam qui rappelle qu'il a récupéré l'épée ancestrale de la maison Tarly, qui s'appelle Heartsbane, si je me rappelle bien. Et donc c'est assez important parce que, comme on le sait, elle est en acier valyrien et ça permet de se battre contre les White Walkers. Et je pense que c'est un fusil de Chekhov, c'est pas anodin, ça va forcément revenir. Et ce serait marrant de voir Sam se battre avec contre l'armée des morts. D'ailleurs, au passage, la citadelle est mentionnée plusieurs fois au cours de cet épisode, et ça fait plaisir. Et on peut maintenant passer à la scène de la révélation de Sam à Jon. Je pense que c'est une bonne chose qu'ils aient pas traîné en longueur et qu'ils s'en soient occupés directement dès le premier épisode. Même si je continue de penser que ça aurait eu plus de sens dans l'histoire que ce soit Howland Reed, donc meilleur ami de Ned, père de Jojen et Mira, qui lâche l'info à Jon tout simplement parce qu'il était là au moment des faits, à l'accouchement de Lyanna. Mais bon, après, je comprends que pour la série, ils aient utilisé Sam pour ça, parce que ça aurait été bien trop compliqué à mettre en place. Et d'un point de vue cinématographique, c'est vraiment pas trop mal foutu aussi. Le fait que ce soit filmé dans la crypte de Winterfell, devant la statue de Ned et de Lyanna, ça a énormément de sens. Surtout si on se rappelle que Eddard, avant de partir, le dernier truc qu'il a dit à Jon, c'est la prochaine fois qu'on se reverra, on parlera de ta mère. Et qu'au final, bah, c'est un peu ce qui se passe symboliquement, vu que c'est dit devant sa statue. Symboliquement, ça a quand même énormément de sens. Après, je voulais revenir sur ce mariage quand même entre Rhaegar et Lyanna.
et sur la légitimité de Jon, parce que bah, je reste quand même vachement sceptique par rapport à ça. Parce qu'un mariage royal comme ça, qui est annulé, et un autre qui est donné sans autorisation du roi, juste avec une autorisation du High Septon, mais qui sort de nulle part, et bah j'ai quand même vachement du mal à le croire. Et pour moi, j'ai plus l'impression qu'en fait, c'est quelque chose qui a été inséré comme ça dans le scénario d'une manière pas hyper crédible, juste pour créer de la tension entre Jon et Daenerys pour cette saison. D'autant plus que Lyanna Stark avait pas l'âge légal pour être mariée sans accord de son père au moment des faits. Donc enfin, il y a quand même pas mal de choses qui vont pas trop avec cette histoire, donc j'ai vraiment plus l'impression, comme je l'ai dit, que ça a été mis dans le scénario comme ça, sans vraiment y réfléchir. Et l'autre interrogation que j'ai, que là pour le coup, enfin beaucoup de personnes se sont posé la question dans la dernière saison, que je continue de trouver hyper bizarre, c'est pourquoi avoir décidé de donner à Jon le nom Targaryen de Aegon, sachant que c'est déjà le nom du premier gosse de Rhaegar. Genre, je trouve ça vraiment, enfin, c'est complètement teubé. Pourquoi le mec, donc il aurait une famille avec des enfants, qui sont les héritiers du trône, hein, je le rappelle, et après, il a une autre histoire avec une meuf, bon ça je veux bien, mais par contre il a un gosse et il donne le même prénom que son premier gosse. Genre, enfin, ça a aucun sens. Ils auraient pu donner plein de noms qui fassent hyper sens, genre Daeron ou Baelor, je sais pas. Mais Aegon, je trouve ça juste, genre, débile. Enfin bon, c'est pas grave, passons. Une des dernières scènes se passe à Last Earth, et comme je disais en début de vidéo, ça fait plaisir de voir une nouvelle adaptation visuelle d'un lieu par HBO, sauf quand ils nous fournissent un truc tout claqué comme le Highgarden de la saison précédente. Et donc on y suit Tormund avec une scène qui suit un peu les codes des films d'horreur, et donc il retrouve Dolorous Edd dans une retrouvaille un petit peu fun avec le I've always had blue eyes de Tormund. Alors Tormund pour le coup il est vraiment dans mon top 5 des personnages qui sont au final meilleurs dans l'adaptation série que dans les bouquins. Donc voilà, scène vraiment marrante. Et en fait je pense que voir à quel point ils sont contents de se retrouver, Edd et Tormund, c'est assez significatif de la gravité de la situation, parce que bah, normalement les frères de la Night's Watch et les Wildlings, c'est vraiment, enfin ils peuvent pas se blairer quoi, c'est les ennemis jurés. Et donc voir qu'ils sont soulagés de se retrouver, ça montre quand même que voilà la situation actuelle est pas idéale. Et donc cette scène nous propose encore un nouveau joli petit dessin du Night King. Alors je vais pas trop analyser le symbole, parce que je sais même pas si ça a vraiment une signification ou si c'est juste HBO qui se tape des barres. J'ai juste remarqué que voilà, c'est la même spirale qu'on retrouve dans la grotte la saison précédente. Et donc voilà, ça doit être un symbole des White Walkers ou des enfants de la forêt. Ou sinon, c'est le plus gros placement de marque de l'histoire de la télévision pour Fire Axis, je sais pas. Et donc la dernière scène de l'épisode nous permet de finalement compléter notre checklist avec le retour de Jaime. Et déjà, premier truc, c'est fou comment HBO, au fur et à mesure des saisons, ils ont totalement arrêté de faire les Lannister blonds, alors que c'était vraiment un point central de l'intrigue de la première saison. Et je sais pas, au bout d'un moment, ils se sont vraiment dit bah les couilles, on va arrêter de les faire blonds comme avant. Je trouve ça un peu dommage. Et du coup, cet épisode se termine avec un face-à-face entre Jaime et Bran, à l'image de ce qui avait pu se passer à la fin du premier épisode de la première saison. Donc voilà, on a toujours un parallèle entre les deux. Et ce face-à-face, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça permet de voir Jaime être confronté à ses actes et à l'amour pour sa sœur. Je trouve que ça va être intéressant de voir parce que ça s'inscrit parfaitement dans le développement du personnage de Jaime, qui au fur et à mesure des saisons, en fait, son histoire, c'est un lent détachement de sa relation avec sa sœur. Et je vais y revenir dans mon épisode sur les prophéties, mais au final ça m'étonnerait même pas que ce soit lui qui la bute. Et le fait d'être visuellement confronté directement aux conséquences de ses actes, et bah ça s'inscrit parfaitement dans cette lignée-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme je l'ai dit, elle a été vraiment faite à l'arrache entre temps, parce que voilà, je me suis rendu compte que j'avais des choses à dire. Je sais pas si je vais continuer de faire des reviews pour la saison, mais dans tous les cas, donnez-moi votre avis sur cet épisode, parce que ça m'intéresserait énormément de le lire. Et dans tous les cas, nous on va se retrouver assez prochainement pour la vidéo sur les populations, ethnies et religions. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous dis Valar Morghulis, et à la prochaine, bye.